Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire que BMC Capital vous propose et qui se concentre cette fois-ci sur le dernier forecast 2025-2026 ainsi que sur les coups de cœur de notre bureau de recherche BMC Capital Global Research. Merci encore d'avoir été nombreux à répondre présents à notre invitation et à ce rendez-vous. Donc, durant cette présentation, nous allons effectuer un overview économique afin de planter un peu le décor. Ensuite, on va le faire suivre d'un tour d'horizon du marché boursier afin de vous proposer et de vous exposer les principaux catalyseurs et freins qui pourront, selon nous, influer sur sa performance dans les années à venir. Et finalement, dans un troisième temps, nous vous présenterons notre forecast avec les prévisions mises à jour pour l'année 2025 et 2026. Et nous clôturons ce webinaire sur les valeurs coup de cœur de notre bureau de recherche en ce milieu d'année 2025. Donc, je vais laisser la parole à Khadija qui va commencer avec la partie overview économique. Merci Dounia. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter justement nos forecasts pour les années 2025 et 2026 et aussi nos coups de cœur, je vous propose de faire un petit overview rapide sur la macroéconomie. Donc comme vous le savez, au T1 2025, on a assisté à une accélération de la croissance économique à 4,2% contre 3,7% au T4 2024. Et c'est un regain qui a marqué l'ensemble des branches d'activité, principalement les services et les industries extractives. Pour l'ensemble de l'année 2025, le HCP table sur une croissance économique qui devrait se renforcer à 3,8% contre 3% en 2024. Et ça s'explique par deux principaux éléments. Donc, le premier, c'est une reprise modérée du secteur agricole avec une récolte céréalière de 44 millions de quintaux. Donc, c'est vrai que c'est un niveau qui reste inférieur à la moyenne historique, mais il est quand même en amélioration par rapport à celui de l'année dernière, qui était de 31 millions de quintaux, vu qu'effectivement, on avait assisté à un déficit pluviométrique qui était quand même assez sévère, ce qui avait conduit à une production céréalière qui était quand même assez limitée. Sinon, par rapport aux activités non agricoles, le HCP table sur une poursuite de leur bonne performance. Donc, elles vont être soutenues principalement par la dynamique du secteur du BTP, mais aussi par la bonne tenue des activités minières et industrielles. Donc ça, c'est par rapport à la croissance économique. Concernant l'inflation, les derniers chiffres du HCP du mois d'avril 2025 font ressortir une légère détente avec un IPC qui est en baisse de 0,3% par rapport au mois précédent. Et c'est une baisse qui s'explique principalement par un recul des prix des produits alimentaires. Par contre, en glissement annuel, l'inflation reste quand même en hausse de 0,7%. Et donc, il faut quand même rester vigilant par rapport à cet indicateur en raison justement de la forte volatilité des prix des matières premières à l'international, surtout qu'aujourd'hui, on a quand même un risque d'inflation importée qui est assez important avec des tensions commerciales qui alimentent souvent des hausses de coûts qui peuvent justement se transmettre sur les prix domestiques. Par rapport aux finances publiques, l'exécution de la loi de finances à fin avril 2025 fait apparaître un déficit de moins 11 milliards de dirhams. Et par rapport à la balance commerciale, le déficit s'est creusé à moins 71,6 milliards pour un taux de couverture de 61,8%. Et c'est un creusement qui s'explique principalement par la hausse des importations, notamment pour les produits finis de consommation, à savoir les médicaments et les autres produits pharmaceutiques. Par rapport au taux de chômage, on a quand même un petit signe d'amélioration. Donc, il a reculé à 13,3% au T1 2025 contre 13,7% un an auparavant. Et c'est un allègement qui a justement accompagné la dynamique économique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une dynamique qui s'est aussi traduite par la bonne tenue de pas mal d'indicateurs sectoriels. Donc, par exemple, pour les crédits bancaires, l'encours est ressorti en hausse de 3% à 1,2 milliard de dirhams par rapport à février. Donc, ça correspond à une hausse de 5% en glissement annuel. Et c'est une situation qui s'explique principalement par la bonne tenue des crédits à l'équipement. Donc, il me semble qu'ils étaient ressortis en hausse de près de 18%, ce qui dénote justement d'une dynamique d'investissement assez importante à laquelle on assiste aujourd'hui au sein du pays. Pareil pour les ventes de ciment, on est sur une très belle performance avec une hausse de 10,3% à 4,5 millions de tonnes à fin avril 2025. Et c'est une performance qui s'explique par la reprise de l'activité après le Ramadan. Pour le tourisme, le Maroc a enregistré une performance exceptionnelle avec 5,7 millions de touristes à fin avril 2025 en hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Donc, c'est l'équivalent d'1 million de touristes sur les 4 premiers mois de l'année seulement. Et c'est des chiffres qui placent naturellement le Maroc parmi les destinations touristiques les plus dynamiques au monde et qui sont aussi la preuve de l'efficacité de la feuille de route du tourisme qui a été lancée par le gouvernement.
Alors, pour les ventes auto, pareil, on est sur une hausse de 36% à 66 321 unités. Et pour le parc mobile également, on est sur une progression de 4% à 58,3 millions d'abonnés à fin 2024. Alors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on a élaboré notre cartographie des risques et des opportunités pour l'année en cours. Donc, on a comme principale menace la vulnérabilité climatique, notamment au volet hydrique. On a aussi la persistance du taux de chômage à un niveau élevé et la recrudescence de l'inflation. Sinon, par rapport aux opportunités, donc on a bien sûr la co-organisation de la Coupe du Monde 2030, on a l'organisation de la CAN 2025 et la dynamique de la demande interne qui devrait justement être les principaux drivers de la croissance économique cette année. Concernant notre scénario économique pour cette année, donc on l'a revu à la hausse avec une croissance économique de 4,2% désormais contre 3,9% précédemment, qui va être drivé bien sûr par la dynamique du non agricole. Je vous propose de passer à la partie marché. Donc la bourse de Casablanca, comme vous le savez, a démarré l'année 2025 en trombe avec un MASI qui a progressé de 22,18% à date. Par contre, il faut quand même noter que cette performance inclut un recul qui est assez important sur les 10 premiers jours du mois d'avril, avec un MASI qui était en baisse de moins 9,9% cumulé, soit moins 5,75% sur une seule séance, dans le sillage justement de la baisse des principales bourses mondiales qui a été provoquée par l'annonce de la nouvelle grille douanière américaine. Par rapport à la volumétrie, on a assisté à une explosion du volume d'échanges avec un volume moyen quotidien qui est ressorti en hausse de 2,2 fois à 500 millions de dirhams en glissement annuel. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, c'est un signe de maturité grandissante du marché actions marocain. Donc, je vous propose d'enchaîner avec notre forecast pour les années 2025 et 2026, qui fait ressortir une progression attendue du chiffre d'affaires global de notre scope de près de 9% à 299 milliards de dirhams, qui va être drivé par l'ensemble des branches d'activité. Pour la partie opérationnelle, on devrait être sur une hausse de près de 16% du REX, qui va être portée principalement par les industries, avec une hausse de 31% de leurs résultats d'exploitation. Et sinon, par rapport à la capacité bénéficiaire, on devrait être sur une croissance à deux chiffres de 29%, qui va être portée naturellement par la non-récurrence de l'indemnité relative à l'affaire Maroc Télécom One. Si on retraite de l'ensemble des éléments qui sont relatifs à cette affaire, on devrait quand même être sur une hausse remarquable de 11% du RNPG. Donc, on va voir l'ensemble de ces indicateurs en détail. Je vais commencer par les industries dont les revenus devraient s'apprécier de 9% à 199 milliards de dirhams à fin 2025. Et c'est une hausse qui va être portée principalement par la bonne réalisation de Managem, donc avec l'évolution positive escomptée des cours des métaux de base et des métaux précieux, notamment ceux de l'or bien sûr, et aussi par le démarrage de la production commerciale au S2 2025 des projets Tizert et Boto. On a aussi la belle vie qui devrait très bien se comporter avec l'effet plein des points de vente qui ont été mis en service en 2024, mais aussi grâce à la poursuite de l'élargissement de ces ventes en ligne avec l'application Bringo. Pareil, on a Acdital qui devrait très bien se comporter. Donc, elle va profiter de la bonne performance des entités historiques, mais aussi de l'effet plein des ouvertures qui ont été faites en 2024. Donc, ça, c'est pour l'année 2025. Pour l'année 2026, on table sur un chiffre d'affaires en hausse de près de 9% à 216 milliards de dirhams, qui va être porté encore une fois par la dynamique commerciale de Managem et de la Bellevie, mais aussi TGCC, grâce à un carnet de commandes qui est quand même assez important. Donc, on est à 10 milliards à fin 2024 et aussi une politique commerciale bien orientée qui permet justement une prise de commande très importante. Par rapport aux résultats d'exploitation, on devrait être sur une hausse de 31% à 37 milliards de dirhams, qui va être drivé principalement par la non-récurrence des 6,1 milliards de dirhams qui ont été payés par Maroc Télécom dans le cadre de son litige avec Wana, mais aussi grâce à la bonne maîtrise des charges opérationnelles. Pour l'année 2026, le REX devrait augmenter de près de 11%, donc il va être porté principalement par Managem, avec une hausse attendue de sa production aurifère, mais aussi une bonne maîtrise de ses charges générales d'exploitation, mais aussi Lafarge Holcim Maroc, donc avec une poursuite de la contraction de sa facture énergétique. Et enfin, par rapport à la capacité bénéficiaire, le RNPG devrait afficher un bond de 53,1%, donc il va être porté principalement par la non-récurrence des éléments exceptionnels qui avaient impacté le résultat de Maroc Télécom. Donc en 2024, on a l'amende qui est relative au litige et en 2025, on a aussi la restitution de 1,34 milliard de dirhams dans le cadre du partenariat qui a été signé avec Inuit.
Si on retraite de l'ensemble de ces éléments, donc qui sont relatifs à Maroc Télécom, on devrait quand même être sur une hausse très importante de 26% du RNPG des industries, ce qui témoigne justement de la solidité financière de ces valeurs. Par rapport à l'année 2026, on devrait être sur une hausse de 6% du bottom line, donc ça va être tiré principalement par Managem, avec une hausse de la production de l'or, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va être combinée justement à la hausse des cours des métaux précieux et des métaux de base. On a aussi Agdital qui devrait afficher un résultat en forte hausse et qui va profiter de l'impact escompté de la grille fiscale. Alors, donc ça, c'est pour les industries. Je vous propose de passer aux financières. Donc, en 2025, on s'attend à un PNB en hausse de 7,5% à 78 milliards de dirhams. Donc, c'est une hausse qui va être portée principalement par l'impact positif de l'assouplissement monétaire qui a été opéré par Banque de Maghreb, donc que ce soit sur le coût de refinancement ou sur le résultat sur opération de marché. Pour l'année 2026, on devrait être sur une progression de 6% qui va être tirée par l'ensemble des composantes du PNB, principalement la marge d'intérêt en raison justement de la poursuite de la dynamique d'investissement qui a été impulsée par les différents projets stratégiques en cours au sein du Royaume, notamment sur les crédits à l'équipement. Au volet opérationnel, pour le RBE, il devrait progresser de près de 7% en 2025. Donc, il va être tiré principalement par le bon comportement du PNB, mais aussi par la bonne maîtrise des charges générales d'exploitation, vu qu'effectivement, le secteur s'est engagé dans une stratégie de rationalisation des charges qui lui permet justement d'alléger son coefficient d'exploitation. Pour l'année 2026, le RBE devrait également augmenter de près de 6%, et c'est une hausse qui va être redevable à la bonne tenue du PNB, mais aussi à la maîtrise continue des charges générales d'exploitation. Et sinon, pour la capacité bénéficiaire et dans la continuité de ce qu'on a constaté ces dernières années, on devrait également être sur une croissance à deux chiffres du RNPG de près de 10% à 17,2 milliards de dirhams. Donc, c'est une hausse qui est redevable à différents éléments. Donc, le premier, c'est la dynamique du PNB. Le deuxième, c'est la gestion efficiente des charges. Et sinon, pour la partie risque, on devrait être sur un allègement du taux du risque. Donc, on va passer de 1,3% en 2024 à 1,2% en 2025, vu qu'effectivement, le secteur a quand même adopté une politique de provisionnement qui était très prudente et proactive sur les années précédentes, ce qui lui permet justement aujourd'hui d'avoir un gisement de reprise qui est assez important et qui lui permet aussi de faire face à d'éventuels aléas conjoncturels. Pour l'année 2026, le RNPG devrait augmenter de près de 8%, et c'est une hausse qui va profiter de la poursuite de la hausse du PNB, mais aussi de l'allègement attendu du coût du risque, dans l'hypothèse bien sûr d'une amélioration continue de la situation économique. On passe aux assurances, dont le chiffre d'affaires devrait augmenter de 6% à 22 milliards en 2025. Et c'est une hausse qui s'explique principalement par le développement attendu de l'activité sur certains segments stratégiques comme l'assurance corporate, mais aussi par la bonne tenue attendue de la collecte épargne. Pour l'année 2026, on devrait être sur une progression de près de 7% des primes acquises nettes, qui va s'expliquer par une poursuite de la bonne tenue de la non-vie, mais aussi par une dynamique attendue sur les produits en unité de compte qui commence à devenir de plus en plus important aujourd'hui. Pour le volet opérationnel et donc le résultat technique, il devrait afficher une croissance à deux chiffres en 2025 à 2,2 milliards de dirhams, et c'est principalement redevable à la reprise attendue du résultat technique en vie d'Atlanta Sanet qui était déficitaire en 2024, en raison justement d'une baisse de la collecte d'épargne sur le T4. Sinon, par rapport à l'année 2026, on devrait être sur une progression de près de 8% à 2,4 milliards de dirhams, qui est principalement attribuable à une amélioration continue de la sinistralité en raison justement d'une gestion efficiente des charges de sinistre. Et sinon, pour la capacité bénéficiaire en 2025, on devrait être sur une progression de 6% qui va être tirée principalement par la bonne tenue du résultat technique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour l'année 2026, on devrait être sur une progression de 7,3% qui est liée à l'amélioration attendue des indicateurs techniques, mais aussi d'activité des trois assureurs cotés. Alors, quand on analyse le breakdown de l'évolution de la capacité bénéficiaire en 2025, donc on voit déjà que la quasi-totalité des secteurs affiche des contributions positives, et principalement Maroc Télécom, bien sûr, donc avec la non-récurrence des éléments exceptionnels qui ont impacté ces résultats en 2024. On a aussi les banques qui devraient contribuer de manière très significative à l'évolution de la capacité bénéficiaire avec un bon comportement projeté du PNB, une gestion efficiente des charges, mais aussi un allègement du taux du coût du risque. Et enfin, le secteur des BTP qui devrait profiter de la reprise de la dynamique du secteur de la construction qui va justement venir booster les ventes de ciment.
on a quand même une contribution négative, mais une seule, qui provient du secteur gazier, donc principalement Total Energies, avec un recul du cours du baril de pétrole, mais aussi des projections de repli des marges dans le sillage d'une contraction attendue des prix des hydrocarbures. Donc, on va passer aux catalyseurs du marché boursier marocain. Je ne vais pas m'attarder sur les parties indicateurs économiques et capacités bénéficiaires qui ont déjà été développés. Je vais enchaîner directement avec les marchés financiers. Donc, comme vous le savez, le marché des taux a été marqué en 2025 par une dynamique de consolidation à la baisse qui a été justement soutenue par une situation de trésorerie particulièrement confortable du Trésor. Et donc, par rapport à l'arbitrage action-obligation, il est passé en faveur du marché action avec un spread BDT 10 ans et dividende yield 2025 qui est de plus 0,06% point de base à date. Par rapport au marché action, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on table sur une très forte hausse de la capacité bénéficiaire cette année, ce qui va faire justement que la masse de dividendes également va augmenter en raison de la hausse attendue du DPA projeté de Maroc Télécom, vu que sa capacité bénéficiaire va augmenter de façon significative cette année. Par contre, et même si on s'attend à une très forte hausse de la masse de dividendes, le dividend yield devrait limiter sa hausse à 3% à 3% contre 2,9% l'année dernière, et ça s'explique par une hausse très importante de la capitalisation boursière qui a été constatée et qui est de près de 21%. Sinon, pour l'année 2026, on devrait être sur un dividend yield de 3,1% sur la base d'une hausse de la masse des dividendes de 3,5%. Par rapport au PE en 2025, il devrait baisser à 20,8 fois, comme vous pouvez le voir sur le graphe, et ça s'explique par la croissance importante attendue de la capacité bénéficiaire qui était de 29%. Pour l'année 2026, on table sur un PE qui est encore plus intéressant de 19,4 fois et qui va être soutenu aussi par la progression escomptée des bénéfices des sociétés de la place. Et donc, on peut dire que le PE du marché devrait a priori afficher des niveaux intéressants sur les 2 prochaines années. Donc, surtout en 2026, c'est un niveau qui est inférieur à la moyenne historique sur 5 ans, ce qui laisse justement entrevoir un potentiel de croissance qui est quand même qui n'est pas encore épuisé au niveau de la bourse de Casablanca. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces niveaux qui sont relativement intéressants au niveau de la bourse de Casablanca par rapport au PE, ils s'expliquent principalement par les niveaux des bancaires et de Maroc Télécom aussi en 2025 qui sont quand même assez bas. Donc voilà, c'est tout pour les parties macro et marché. Je vous propose de passer au coup de cœur de BKGR, mais avant de vous les présenter, je tiens quand même à préciser que les niveaux de PE des valeurs qu'on va présenter sont relativement élevés, mais effectivement, c'est parce qu'on se base principalement sur une analyse fondamentale, mais aussi sur des programmes d'investissement qui sont très importants pour ces valeurs et qui leur offrent des perspectives très prometteuses, notamment à partir de 2027, et donc on se positionne dessus maintenant pour pouvoir capter leur potentiel de croissance. Donc, ces valeurs sur lesquelles on est très positif sont au nombre de 4. Et c'est principalement Marsa Maroc, Agdital, Sonacid et Taqa Morocco. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Ptissem qui va nous présenter Marsa Maroc. Bonjour à tous. Donc, notre premier coup de cœur pour ce webinaire, c'est justement Marsa Maroc. C'est une valeur que nous avons assez souvent mise en avant dans notre sélection de topics et ça a toujours été un pari gagnant. Aujourd'hui, nous réitérons ce pari et nous pensons que le potentiel n'est pas encore épuisé. D'ailleurs, nous avons publié en début de semaine un flash update sur la valeur. Donc, en termes de driver, ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour Marsa Maroc, c'est trois principaux catalyseurs. Le pari sur la Nord-Ouest Med, le renforcement de l'infrastructure au Maroc et le positionnement en Afrique. Alors, pour la Nord-Ouest Med, nous avons intégré le potentiel des deux terminaux, à savoir le terminal à conteneurs Est sur lequel Marsa se positionne en JV avec Terminal Investment Limited, qui est filiale de MSC Group, et le terminal à conteneurs Ouest, qui devrait être géré également en joint venture avec le groupe français CMA CGM. Donc, les deux terminaux devraient entrer en service simultanément en 2027 avec une capacité prévisionnelle de 1,5 million de VP pour la première phase de chaque terminal. Donc, à terme, le premier terminal devrait offrir une capacité de 3,5 millions de VP, tandis que le deuxième devrait atteindre 2 millions de VP. Donc, ces partenariats devraient permettre à Marsa Maroc de porter sa capacité de traitement du transbordement à 9 millions de VP, dont 7 millions de VP pour le transbordement des conteneurs.
Alors, en termes de projection financière, nous tablons sur des flux additionnés de près de 1,5 milliard pour la première phase de chaque terminal, ce qui devrait permettre à Marsa Maroc de quasiment doubler son chiffre d'affaires global à horizon 2030 à près de 10 milliards, dont 2,9 milliards drainés par Nador Westmed. Donc, la société s'est également engagée à renforcer sa position sur le trafic domestique en investissant massivement dans les terminaux afin d'augmenter la capacité de traitement et de renforcer le parc d'équipement. En fait, l'année dernière, l'opérateur a déjà commencé les travaux sur le port de Casa et celui de Georges Lassoir. Donc, afin de concrétiser ce plan de développement, l'opérateur a prévu une enveloppe globale de 17 milliards de dirhams sur les 5 prochaines années, en commun bien sûr avec les partenaires. Donc, ces CAPEX devraient être financés principalement par la dette, en plus des cash flows. On sera sur 30% en equity et le reste, ça va être de la dette. Alors, parallèlement à l'élargissement de son périmètre de concession au Maroc, Marsa Maroc a également confirmé ses ambitions d'expansion à l'échelle continentale en se positionnant sur plusieurs marchés africains, dont le Djibouti, le Bénin et le Libéria. Alors, je souhaiterais également souligner que Marsa devrait consolider son savoir-faire sur le remorquage suite à sa désignation pour assurer cette activité à Nador Westmed dans le cadre d'un groupement avec Boluda Towage France. C'est le premier opérateur mondial de remorquage. À vrai dire, Marsa était déjà présente sur l'activité remorquage dans plusieurs ports, tels que Nador, Mohamedia, Safi et Agadir. Mais en termes de revenus, la contribution de l'activité reste marginale par rapport au chiffre d'affaires global. Donc, Marsa pourrait justement profiter du partenariat avec Boluda pour développer davantage son savoir-faire en la matière. Alors, je vous propose de passer à la slide suivante. Par rapport à nos prévisions pour 2025-2026, donc nous tablons sur une hausse des revenus de 10,2% en 2025 et de 6,6% en 2026 à 5 milliards 882 millions de dirhams, portés notamment par l'amélioration attendue du trafic autorisé sous l'hypothèse d'un affermissement du commerce extérieur et d'une augmentation des capacités de traitement. Nous tablons également sur une amélioration des vracs liquides suite à une hausse prévue des importations d'hydrocarbures et des vracs solides portés par le trafic de maïs, des aliments de bétail, et de plein cœur. Donc, le principal driver pour les 2 prochaines années, c'est le trafic domestique, c'est l'import-export, et ce n'est qu'à partir de 2027 que le transbordement va prendre le relais. Côté marge, nous tablons sur des marges en légère amélioration, sachant que les marges sont s'établissent déjà à des niveaux élevés et devraient atteindre 52,8% en 2026 selon nos prévisions. Donc enfin, et en termes de capacité bénéficiaire, nous anticipons une hausse de 14,7% en 2025 et de 7,3% en 2026 à 1 milliard 558 millions de dirhams. Donc, compte tenu de ces éléments, nous recommandons le titre à l'achat avec un cours cible de 937 dirhams. Donc voilà pour Marsa. Je vous laisse maintenant avec Actita. Alors, je m'excuse. Passons maintenant à Acdital. Comme nous l'avons déjà signalé dans notre dernier flash, la stratégie du groupe sur les prochaines années devrait se baser généralement sur trois axes, notamment la poursuite de la politique d'expansion sur le territoire national, deuxièmement, le lancement des centres de diagnostic et puis l'internationalisation de l'activité du groupe. Au Maroc, le groupe devrait capitaliser sur l'augmentation de capital réalisée en 2024 et de la sécurisation des financements auprès des banques de la place,
afin de poursuivre sa stratégie d'expansion entre 2025 et 2027, ciblant particulièrement les villes intermédiaires, et ce dans le but d'atteindre un réseau de 62 établissements sur 32 villes, avec une capacité globale cible de 6200 lits. L'année 2025 devrait à cet effet connaître l'ouverture de 12 établissements avec une capacité litière supplémentaire de plus 1200 lits et pour un investissement d'1,2 milliard dirhams, suivi de 8 ouvertures en 2026 avec une capacité litière supplémentaire de 700 lits et pour un budget de 700 millions de dirhams. Et finalement, l'ouverture de 11 cliniques prévues pour 2027 avec une capacité supplémentaire de plus 800 lits financés par une enveloppe de 800 millions de dirhams. En ce qui concerne les centres de diagnostic, le groupe compte consolider sa position sur le marché national en procédant à l'introduction de ces centres et ce dans l'objectif de rapprocher les services de diagnostic et de prévention pour les populations éloignées. Selon le management, l'objectif serait d'ouvrir 200 centres d'ici 2030 avec un investissement de 5 milliards par centre, devant porter principalement sur l'équipement et l'aménagement, financé par la dette et l'investissement de partenaires nationaux, au moment où le foncier serait porté par une société externe. À l'international, l'ambition d'Acdital d'exporter son activité vers des marchés internationaux, notamment en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, devrait se réaliser sur au moins 2 phases. Selon le management, l'équipement des quatre établissements dont l'opérationnalisation est prévue en 2027 et 2030 devrait nécessiter un investissement global d'1 milliard de dirhams qui va être financé par la dette. Alors, une levée obligataire sur le marché marocain demeure envisageable et couplée à un investissement de partenaires internationaux. Dans le sillage de ces nouvelles perspectives, nos prévisions pour Acdital intègrent quatre éléments principaux, notamment l'impact des ouvertures prévues et communiquées par le groupe sur le territoire national. Donc, on parle des cliniques et de 200 centres de diagnostic sous l'hypothèse de 50 centres par an à partir de 2025. Deuxièmement, l'effet de l'ouverture des 4 établissements au Moyen-Orient à partir de 2027 sous l'hypothèse d'une ouverture par an et un chiffre d'affaires par lit représentant 3 fois le chiffre d'affaires moyen généré par lit au Maroc, soit près de 1,1 million par an selon nos estimations. Troisièmement, la stabilisation de la marge EBE aux alentours de 30% à terme, tenant compte de la hausse attendue de certaines OPEX, notamment les charges locatives. Et quatrièmement, la baisse progressive du taux IS pour s'établir à terme à 20% comme prévu dans la loi de finances 2023 pour les sociétés dont les bénéfices ne dépassent pas 100 millions de dirhams. Alors, en termes de prévision, on table sur une forte hausse des revenus de plus 51% à 4,5 milliards de dirhams, profitant notamment de la bonne performance des cliniques ouvertes avant 2024, et couplé à l'effet full year des ouvertures de 2024 et l'impact positif limité des 12 cliniques et centres de diagnostic prévus en 2025. Cette dynamique a été confirmée au T1 2025 avec un chiffre d'affaires trimestriel de 940 millions de dirhams, soit une hausse de plus 54% en glissement annuel. Au volet opérationnel, le groupe devrait profiter de son positionnement sur des villes intermédiaires et des synergies entre ces établissements, permettant notamment une meilleure absorption de la masse salariale, ce qui devrait se traduire par une amélioration de son EBE de plus 56% à 1,3 milliard en 2025, soit une marge d'EBE de
29,4% contre 28,4% en 2024. Pour sa part, le RNPG devrait poursuivre sa progression en s'améliorant de plus 58% en 2025 pour s'établir à presque 500 millions de dirhams, intégrant notamment l'impact escompté de la baisse progressive du taux IS, et ce en dépit du creusement attendu du résultat financier, tenant compte de la forte hausse des charges financières. Alors, tenant compte de tous ces éléments, nous recommandons l'achat du titre Acdital avec un cours cible de 1758, soit un upside de plus 21% par rapport au cours de la séance écoulée. Alors, nous allons maintenant enchaîner avec Sonacid. Notre révision à la hausse des projections chiffrées de ce groupe s'explique principalement par l'amélioration de ses niveaux de marge en 2024 et ses réalisations au T1 2025 qui ressortent finalement bien plus importantes que prévu et qui montrent la forte dynamique commerciale dans laquelle le groupe évolue actuellement. Alors pour commencer, Sonacid devrait continuer de bénéficier d'un contexte économique favorable soutenu par une forte hausse des investissements publics et privés dans le secteur de la construction, ce qui continue de dynamiser la demande en produits sidérurgiques. Alors on cite notamment l'accélération de la modernisation des infrastructures sportives, logistiques et de transport en vue de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Deuxièmement, le déploiement du plan d'urgence pour la gestion du stress hydrique avec la construction de plusieurs barrages prévus entre 2025 et 2029 et le lancement en 2024 de la construction de la plus grande station de dessalement d'Afrique à Casablanca. Et finalement, la reprise du secteur immobilier grâce à la mise en œuvre du programme des directs au logement et à la relance du programme Ville sans bidonville. Sur un autre volet, Sonacid a investi massivement dans la maintenance et l'amélioration de ses équipements. On parle d'un budget de presque 200 millions de dirhams en 2024 contre seulement 52 millions de dirhams en 2019. Le groupe vise à orienter davantage sa production vers les produits à haute valeur ajoutée tels que le fil précontraint qui a été commercialisé depuis le T4 2024, le rang à béton antisismique dont la commercialisation devrait commencer cette année et le torrent précontraint prévu dont la production est prévue pour 2026 pour une capacité cible de 26 kilotonnes par an. Alors au T1 2025, les capex du groupe ressortent à 40 millions de dirhams contre 12 millions de dirhams au T1 2024. Cette hausse notable notamment dans le cadre d'un programme d'investissement de presque 300 millions de dirhams en 2025 devant servir à l'amélioration de l'excellence opérationnelle du groupe à travers l'augmentation des capacités de production de l'acierie et des laminoirs tout en diminuant les coûts de transformation. Sonacid prévoit également de développer une unité dédiée à la valorisation des métaux non ferreux avec une production des lingots de cuivre et d'aluminium. Cette diversification devrait permettre de réduire l'exposition du groupe au cycle de l'acier et de renforcer ses marges. Alors en détail, la production de lingots de cuivre est estimée à 1 kilotonne par an en 2025, au moment où celle d'aluminium devrait s'établir aux alentours de 6 kilotonnes. En parallèle, la mise en place de droits de douane sur les importations turques et le lancement d'une enquête anti-dumping sur les importations de fils galvanisés en provenance de l'Égypte devrait également limiter la concurrence pour Sonacid, qui serait bien positionné pour répondre à la demande intérieure avec une part de marché qui s'établit déjà à
fin 2024 à 48% et une capacité de production renforcée. Alors, en termes de prévision, comme j'ai déjà mentionné, nous avons revu à la hausse nos prévisions pour le chiffre d'affaires. On table désormais sur une progression du chiffre d'affaires de plus 24,4% à 6,8 milliards contre une prévision de plus 11,5% à 6,1 milliards en ce qui concerne nos anciennes prévisions. Et ce, dans le sillage, bien sûr, de l'accélération de l'activité BTP en Maroc, qui devrait entraîner une hausse considérable des volumes vendus. Cette dynamique, selon le communiqué de Sonacid, cette dynamique a été confirmée aussi au T1 2025 avec un chiffre d'affaires consolidé en amélioration de plus 24% à 1,5 milliard, et sachant que le S2 est devenu ces dernières années encore plus dynamique que le S1 en raison de la concentration des événements tels que le Ramadan, le Eid qui intervient dans le S1, et ce qui entraîne une baisse ou bien une stagnation de l'activité. Alors, au volet opérationnel, l'EBITDA du groupe devrait avancer de plus 59% pour s'établir à 554 millions de dirhams en 2025, soit une marge de 8,1% contre 6,4% en 2024, tenant compte du développement du programme de recyclage, des économies en matière d'énergie consommée et de la commercialisation des produits à forte valeur ajoutée, à savoir le fil précontraint et le rond à béton parasismique. Pour sa part, le RNPG devrait progresser de plus 80% pour s'établir à 254 millions de dirhams, porté par le développement de l'activité de distribution et l'amélioration des coûts opérationnels. Et ce, sans tenir compte d'un montant exceptionnel de plus de 40 millions de dirhams qui devrait être versé par l'ONCF à Sonacid suite à la cession des terrains à Nador. Alors, tenant compte des éléments précédents, nous recommandons d'accumuler le titre dans les portefeuilles avec un cours cible de 2819, soit un upside de plus 11% par rapport à la séance écoulée. Alors, on va maintenant enchaîner avec Taqa. Donc, la dernière valeur que nous avons intégrée dans notre sélection, c'est Taqa Morocco, qui a enfin annoncé un pipe de projet, certes attendu, mais dont la taille est au-delà de toute espérance. Donc, comme vous savez, l'opérateur a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Nareva, l'ONI et le fonds Mohamed VI, prévoyant une enveloppe d'investissement de 130 milliards à horizon 2030 pour la mise en œuvre de différents projets de développement stratégique dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Dans le détail, ce programme d'investissement intègre l'autoroute électrique d'une capacité d'environ 3000 MW entre le sud et le centre du royaume, qui est le foyer de la consommation industrielle. La reprise de la centrale à gaz de 400 MW de Tahdart, qui devrait être revampée et étendue avec l'ajout de 3 nouvelles turbines, ce qui devrait permettre une extension de près de 1100 MW additionnels. Le développement de 1200 MW de projets d'énergie verte sous forme de contrat de fourniture d'énergie électrique avec l'ONI. Pour précision, c'est une capacité qui est prévue en plus des 1000 MW précédemment annoncés et qui serait développée en propre pour le compte de clients privés. Il y a aussi l'autoroute d'eau qui va relier Sbo à Omrbe avec une capacité de 800 millions de mètres cubes de transport d'eau. Et enfin, 5 stations de dessalement avec une capacité additionnelle stable de 900 millions de mètres cubes. Ce qu'il faut noter, c'est que ces stations de dessalement devraient être alimentées par de l'énergie verte développée par Taqa Morocco et ses partenaires. Donc, à travers ces projets, Taqa Morocco envisage la diversification de son portefeuille, voire une transformation et un changement de profil
pour switcher d'un modèle de centrale à charbon vers un modèle de décarbonation avec un mix basé sur l'énergie verte, ce qui devrait rendre la valeur plus attrayante pour les investisseurs axés sur les critères ESG. Donc, avec ce changement de paradigme, le groupe devrait contribuer directement aux objectifs stratégiques de souveraineté du Royaume, tout en renforçant sa position de leader, ainsi que la stabilité et la prévisibilité de son business model au-delà de 2044. Maintenant, pour la valorisation de tous ces projets, nous soulevons aujourd'hui plusieurs interrogations auxquelles nous avons essayé de répondre avec des hypothèses non encore fondées au vu du manque de visibilité sur plusieurs aspects. Donc d'abord, par rapport aux arrangements contractuels, nous n'avons pas encore de détails sur les conditions, mais vu le modèle actuel de Taprine Areva, nous pensons à des PPA de type take or pay pour l'électricité et des Water Purchase Agreements pour les stations de dessalement, ce qui devrait permettre une prédictibilité des cash flows générés. Alors pour le modèle opérationnel, aujourd'hui nous parlons d'un consortium, mais nous supposons que c'est ARPA Morocco qui serait opérateur au niveau de l'exploitation et de la maintenance de ces nouvelles infrastructures, au vu de l'expérience de sa maison mère à l'international dans la gestion de projets similaires. Alors pour ce qui est du volet financement, ça va se faire à travers une JV détenue à hauteur de 42,5% par TAPA, 42,5% par Nareva et 15% par le fonds Moufmetis et d'autres actionnaires publics. Donc la holding va probablement détenir des SPV dont chacune va porter un de ces projets avec un financement par opération d'augmentation de capital et des levées de dette au niveau de l'entité cotée et des SPV. Donc, à titre de précision, les 130 milliards n'intègrent pas le projet d'hydrogène vert avec CEPSA, ni le portefeuille propre de 1000 mégawatts d'énergie renouvelable. Donc, pour conclure, on peut dire aujourd'hui que le groupe a levé les zones d'ombre sur la durabilité du modèle et son avenir au-delà de 2044. Par conséquent, notre opinion sur la valeur est positive, mais nous avons quand même décidé de suspendre notre cours cible vu le manque de visibilité qui plane sur les détails et les modalités du déploiement. Donc, voilà pour Taqa. Je redonne la parole à Dounia. Merci à tous, merci à Petit Sam, merci à l'ensemble de l'équipe pour cette présentation. Donc nous allons passer dorénavant à la session questions-réponses et on attend votre participation afin d'élever le débat. Merci encore. Alors, déjà une première question. Donc, elle va concerner un domaine assez généraliste. Alors, quid de l'après 2030 pour l'économie marocaine? C'est effectivement une question qui revient assez souvent. Donc, je passe la parole à Khadija afin d'y répondre. Merci Dounia. Alors, on pense que l'après 2030 pour l'économie marocaine devrait justement s'inscrire dans une dynamique de consolidation et de réalisation des projets qui sont en cours. Donc, on considère que la Coupe du Monde euh, joue un rôle clé de catalyseur pour justement pouvoir accélérer la concrétisation de ces initiatives, notamment dans le domaine de l'interconnectivité. Et ce sont des efforts qui visent à faire du Maroc une plateforme qui est plus solide et capable d'accueillir plus d'investissements et de projets d'envergure. Donc, c'est à partir de 2030 que le pays pourra véritablement prendre son envol en tirant justement pleinement profit de ses infrastructures renforcées, mais aussi de sa position stratégique. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci Khadija. Oui, ça répond parfaitement à la question. Alors, j'ai déjà une autre question pour toi. Quel devrait être l'impact des nouveaux tarifs douaniers de l'administration Trump? Alors, très bonne question, justement. Donc, on pense que cette nouvelle configuration, si on peut dire, du commerce mondial constitue une arme à double tranchant. Donc, on pense qu'il y aura deux types d'impacts. Donc, d'un côté,
Bien sûr, on a un impact qui peut être négatif, vu qu'effectivement, une possible récession mondiale pourrait affecter la demande étrangère qui est adressée au Maroc si justement l'économie de ses principaux partenaires venait à être perturbée. Et on a aussi un risque de résurgence de l'inflation, notamment à travers la part qui est importée, surtout avec la hausse prévisible des coûts au niveau mondial. Donc ça, c'est pour l'impact négatif. On a aussi un impact qui pourrait être positif et qui est lié justement aux exportations marocaines qui sont à destination des États-Unis, qui pourraient gagner en compétitivité si on prend en compte le volet arbitrage. Et à plus long terme, si cette configuration se maintient, on pense également que les entreprises étrangères pourraient penser à délocaliser leur activité vers le Maroc, mais aussi à utiliser le pays comme un hub mondial pour justement pouvoir contourner les restrictions qui sont imposées par les États-Unis. Merci Khadija. Alors là, cette fois-ci, j'ai une question pour Ali concernant l'internationalement prévu d'Actital et et quel serait plutôt l'impact sur les marges de la société. Merci Dounia. Alors, je pense qu'il faut tout d'abord noter que les revenus provenant de l'activité à l'international d'Actital devraient représenter à terme 20% du chiffre d'affaires global du groupe. Ceci s'explique principalement par le niveau de la tarification plus élevé dans les deux pays, qui représente, on parle de fois 2 ou même fois 4 les tarifs au Maroc. En ce qui concerne les niveaux de marge, le management a précisé que les niveaux de rentabilité sont très intéressants dans les deux pays d'installation et pourraient même dépasser les marges du groupe au Maroc. Mais globalement, la marge EBITDA devrait se stabiliser à terme aux alentours de 30%, et ce après l'opérationnalisation de toutes les cliniques prévues au Maroc et à l'international. Merci Ali. Merci pour vos nombreuses questions. Donc j'en ai déjà une autre. Cette fois-ci, c'est par rapport à Taqa. Est-ce que Taqa pourrait maintenir la distribution de dividendes vu les financements importants prévus? Effectivement, c'est une question très pertinente. Je vais laisser la main à Petit Sam pour répondre sur ce point. Alors, la récurrence de la distribution de dividendes dans les années à venir pour Taqa dépendra du séquencement des projets et de leur rentabilité à court terme. Donc, pour l'instant, nous maintenons pour nos prévisions un DPA de 37 dirhams en attendant d'avoir plus de visibilité. Voilà. Et par rapport au financement, je veux juste faire une petite précision. Donc, les CAPEX décaissés par Taqa ne seraient pas aussi importants que ce qui a été annoncé, vu que ça va être en principe porté aussi par des entités en project finance, par des SVP. Merci Petit Sam. Ça a l'air clair. Donc je vais passer cette fois-ci encore une fois à Ali. Donc on passe cette fois à Sonacid. On veut savoir si l'amélioration prévue du chiffre d'affaires s'explique par une hausse du prix ou bien des volumes. Ali, je te passe la main. Alors, en ce qui concerne son acide, ce qu'on sait déjà, c'est la tendance internationale des prix de l'acier laisse prévoir une baisse des prix, si pas une stabilisation. De ce fait, nous nous sommes basés sur l'hypothèse d'une hausse des volumes vendus qui devrait se réaliser dans le sillage, comme nous avons déjà précisé, le sillage d'une forte demande pour les produits sidérurgiques au niveau national avec l'accélération des chantiers d'envergure, notamment les infrastructures routières, sportives, les barrages et les énergies renouvelables. Alors, une autre question, cette fois-ci, c'est par rapport à Marsa Maroc. Donc, peut-on avoir plus de détails sur les projets de la société en Afrique et quel est l'apport sur les comptes de Marsa et quel impact sur la valorisation? Sam, est-ce que tu pourrais répondre à cette question?
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Marsa a une participation minoritaire dans le projet de Djibouti, donc à peu près 35%. Donc, par conséquent, il n'y aura pas de consolidation intégrale. Ça va être plutôt une mise en équivalence. Et nous supposons que le même principe devrait s'appliquer aussi pour les autres projets. Donc, l'impact en termes d'apport se verra sur le RN de Marsa et non pas sur le top line. Donc, en principe, pas d'impact sur la valo puisqu'il n'y aura pas d'impact sur le BE. Merci, Tissam. Est-ce que tu pourrais rester avec nous pour répondre cette fois-ci sur une autre question sur Martha, ou sur Tara, excuse-moi. Donc, comment l'enveloppe des 130 milliards de projets du partenariat Taqanareva Fonds M6 sera répartie par projet et quel serait le TRI à prévoir? Bah, honnêtement, nous nous posons aujourd'hui les mêmes questions. Donc, même le management estime que c'est encore prématuré de trancher par rapport à ces détails. Nous avons quand même essayé de notre côté de faire une estimation par rapport à la ventilation des CAPEX. Donc, pour l'autoroute électrique, nous estimons que les CAPEX devraient se situer à près de 30 milliards. Pour les stations de dessalement, y compris le parc de renouvelables qui leur sera adossé, notamment sur près de 25 milliards, et le reste, ça va être réparti sur les autres projets. Voilà. Donc pour la question du TRI, a priori, on devrait être sur les mêmes niveaux de TRI de TACA que nous estimons entre 12 à 15%. Et encore une fois, je précise qu'il s'agit de nos propres estimations et que le management est encore réticent par rapport à ces aspects. Alors, question encore une fois pour Ali. Comment se porte l'activité à l'export de Sonacid? Merci Dounia. Pour le moment, les exportations de son acide demeurent faibles pour plusieurs raisons, dont la principale réside dans le fait que le marché domestique tire avec des marges bien supérieures à ce qui s'offre à l'export. Cela étant, et juste pour rappel, le groupe a expédié en 2024 ses produits, notamment le fil machine, vers l'Amérique du Nord, on parle du Canada, l'Europe, je pense vers la France, ainsi que vers des marchés africains comme la Mauritanie et le Sénégal. Ali, j'ai une autre question pour toi. Tu peux rester avec nous. Cette fois-ci, c'est par Oui, rapport bien au sûr. centre de diagnostic sur les résultats d'Actital. Quel serait l'impact financier de cette nouvelle stratégie? Alors, côté financier, en ce qui concerne les centres de diagnostic, alors déjà le but de ces centres est de générer un chiffre d'affaires direct par les services offerts, mais aussi de générer des revenus indirects en alimentant l'activité des cliniques du groupe. En fait, leur rentabilité, selon le management bien sûr, leur rentabilité à terme serait comparable à celle des cliniques, mais avec une montée en charge plus, pro- plus progressive. Merci Ali. Alors, j'ai une dernière question, cette fois-ci pour Petit Sam. Quel est l'impact de la production de l'hydrogène vert pour Tara Morocco avec CEPSA, sachant que CEPSA est sur un projet similaire en Andalousie? Excellente question. Petit Sam, est-ce que tu pourrais apporter des éléments de réponse? Alors aujourd'hui, il faut préciser, TACRA est en consortium, notamment avec CEPSA, pour un projet d'hydrogène vert au Maroc. Donc, le communiqué du gouvernement part de préqualification de trois autres consortiums, totalisant avec celui de TACRA un budget d'investissement prévisionné de 32 milliards de dollars. Donc, c'est un projet important pour TACRA, mais qui devrait être réalisé du moins, à notre avis, à moyen terme.
À notre connaissance, CEPSA dégage une bonne rentabilité sur son projet en Espagne, mais est-ce que ça sera le cas au Maroc? Tout dépendra de la capacité du consortium à sécuriser un carnet de commandes important et aussi à choisir pour son investissement des technologies évolutives qui permettent de réduire continuellement les coûts de production. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Psitlam. Je pense que ça répond à la question. On va entendre encore quelques secondes, voir s'il y a de nouvelles questions. Donc, je pense qu'on peut clôturer la session de questions-réponses ainsi que ce webinaire. Merci à tous de votre participation ainsi que de vos nombreuses questions qui nous ont permis d'apporter un nouveau ou un nouvel éclairage à notre présentation. Je vous rappelle que vous trouverez l'intégralité de ce webinaire enregistré sur notre plateforme, ainsi que le forecast et le stock guide des valeurs de BMC Capital Global Research que nous avons publié et diffusé hier au public. Je vous invite également à notre justement conférence investisseurs qui aura lieu comme chaque année durant le mois de juin. Ça sera le 12 et 13 juin. Et je vous souhaite bien évidemment une excellente journée. Au revoir. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire que BMC Capital vous propose et qui se concentre cette fois-ci sur les derniers forecasts 2025-2026 ainsi que sur les coups de cœur de notre bureau de recherche BMC Capital Global Research. Merci encore d'avoir été nombreux à répondre présent à notre invitation et à ce rendez-vous. Donc, durant cette présentation, nous allons effectuer un overview économique afin de planter un peu le décor. Ensuite, on va le faire suivre d'un tour d'horizon du marché boursier afin de vous proposer et de vous exposer les principaux catalyseurs et freins qui pourront, selon nous, influer sur sa performance dans les années à venir. Et finalement, dans un troisième temps, nous vous présenterons notre forecast avec les prévisions mises à jour pour l'année 2025 et 2026. Et nous clôturerons ce webinaire sur les valeurs coup de cœur de notre bureau de recherche en ce milieu d'année 2025. Donc, je vais laisser la parole à Khadija qui va commencer avec la partie overview économique. Merci Dounia. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter justement nos forecasts pour les années 2025 et 2026 et aussi nos coups de cœur, je vous propose de faire un petit overview rapide sur la macroéconomie. Donc comme vous le savez, au T1 2025, on a assisté à une accélération de la croissance économique à 4,2% contre 3,7% au T4 2024. Et c'est un regain qui a marqué l'ensemble des branches d'activité, principalement les services et les industries extractives. Pour l'ensemble de l'année 2025, le HCP table sur une croissance économique qui devrait se renforcer à 3,8% contre 3% en 2024. Et ça s'explique par deux principaux éléments. Donc, le premier, c'est une reprise modérée du secteur agricole avec une récolte céréalière de 44 millions de quintaux. Donc, c'est vrai que c'est un niveau qui reste inférieur à la moyenne historique, mais il est quand même en amélioration par rapport à celui de l'année dernière, qui était de 31 millions de quintaux, vu qu'effectivement, on avait assisté à un déficit pluviométrique qui était quand même assez sévère, ce qui avait conduit à une production céréalière qui était quand même assez limitée. Sinon, par rapport aux activités non agricoles, le HCP table sur une poursuite de leur bonne performance. Donc, elles vont être soutenues principalement par la dynamique du secteur du BTP, mais aussi par la bonne tenue des activités minières et industrielles. Donc ça, c'est par rapport à la croissance économique. Concernant l'inflation, les derniers chiffres du HCP du mois d'avril 2025 font ressortir une légère détente avec un IPC qui est en baisse de 0,3% par rapport au mois précédent. Et c'est une baisse qui s'explique principalement par un recul des prix des produits alimentaires. Par contre, en glissement annuel, l'inflation reste quand même en hausse de 0,7%. Et donc, il faut quand même rester vigilant par rapport à cet indicateur en raison justement de la forte volatilité des prix des matières premières à l'international, surtout qu'aujourd'hui, on a quand même un risque d'inflation importée qui est assez important avec des tensions commerciales qui alimentent souvent des hausses de coûts qui peuvent justement se transmettre sur les prix domestiques.
Par rapport aux finances publiques, l'exécution de la loi de finances à fin avril 2025 fait apparaître un déficit de moins 11 milliards de dirhams. Et par rapport à la balance commerciale, le déficit s'est creusé à moins 71,6 milliards pour un taux de couverture de 61,8%. Et c'est un creusement qui s'explique principalement par la hausse des importations, notamment pour les produits finis de consommation, à savoir les médicaments et les autres produits pharmaceutiques. Par rapport au taux de chômage, on a quand même un petit signe d'amélioration. Donc, il a reculé à 13,3% au T1 2025 contre 13,7% un an auparavant. Et c'est un allègement qui a justement accompagné la dynamique économique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une dynamique qui s'est aussi traduite par la bonne tenue de pas mal d'indicateurs sectoriels. Donc, par exemple, pour les crédits bancaires, l'encours est ressorti en hausse de 3% à 1,2 milliard de dirhams par rapport à février. Donc, ça correspond à une hausse de 5% en glissement annuel. Et c'est une situation qui s'explique principalement par la bonne tenue des crédits à l'équipement. Donc, il me semble qu'ils étaient ressortis en hausse de près de 18%, ce qui dénote justement d'une dynamique d'investissement assez importante à laquelle on assiste aujourd'hui au sein du pays. Pareil pour les ventes de ciment, on est sur une très belle performance avec une hausse de 10,3% à 4,5 millions de tonnes à fin avril 2025. Et c'est une performance qui s'explique par la reprise de l'activité après le Ramadan. Pour le tourisme, le Maroc a enregistré une performance exceptionnelle avec 5,7 millions de touristes à fin avril 2025 en hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Donc, c'est l'équivalent d'1 million de touristes sur les 4 premiers mois de l'année seulement. Et c'est des chiffres qui placent naturellement le Maroc parmi les destinations touristiques les plus dynamiques au monde et qui sont aussi la preuve de l'efficacité de la feuille de route du tourisme qui a été lancée par le gouvernement. Alors, pour les ventes auto, pareil, on est sur une hausse de 36% à 66 321 unités. Et pour le parc mobile également, on est sur une progression de 4% à 58,3 millions d'abonnés à fin 2024. Alors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on a élaboré notre cartographie des risques et des opportunités pour l'année en cours. Donc, on a comme principale menace la vulnérabilité climatique, notamment au volet hydrique. On a aussi la persistance du taux de chômage à un niveau élevé et la recrudescence de l'inflation. Sinon, par rapport aux opportunités, donc on a bien sûr la co-organisation de la Coupe du Monde 2030, on a l'organisation de la CAN 2025 et la dynamique de la demande interne qui devrait justement être les principaux drivers de la croissance économique cette année. Concernant notre scénario économique pour cette année, donc on l'a revu à la hausse avec une croissance économique de 4,2% désormais contre 3,9% précédemment, qui va être drivé bien sûr par la dynamique du non agricole. Je vous propose de passer à la partie marché. Donc la bourse de Casablanca, comme vous le savez, a démarré l'année 2025 en trombe avec un MASI qui a progressé de 22,18% à date. Par contre, il faut quand même noter que cette performance inclut un recul qui est assez important sur les 10 premiers jours du mois d'avril, avec un MASI qui était en baisse de moins 9,9% cumulé, soit moins 5,75% sur une seule séance, dans le sillage justement de la baisse des principales bourses mondiales qui a été provoquée par l'annonce de la nouvelle grille douanière américaine. Par rapport à la volumétrie, on a assisté à une explosion du volume d'échange avec un volume moyen quotidien qui est ressorti en hausse de 2,2 fois à 500 millions de dirhams en glissement annuel. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, c'est un signe de maturité grandissante du marché action marocain. Donc, je vous propose d'enchaîner avec notre forecast pour les années 2025 et 2026, qui fait ressortir une progression attendue du chiffre d'affaires global de notre scope de près de 9% à 299 milliards de dirhams, qui va être drivé par l'ensemble des branches d'activité. Pour la partie opérationnelle, on devrait être sur une hausse de près de 16% du REX, qui va être portée principalement par les industries, avec une hausse de 31% de leurs résultats d'exploitation. Et sinon, par rapport à la capacité bénéficiaire, on devrait être sur une croissance à 2 chiffres de 29%, qui va être portée naturellement par la non-récurrence de l'indemnité relative à l'affaire Maroc Télécom One. Si on retraite de l'ensemble des éléments qui sont relatifs à cette affaire, on devrait quand même être sur une hausse remarquable de 11% du RNPJ. Donc, on va voir l'ensemble de ces indicateurs en détail. Je vais commencer par les industries dont les revenus devraient s'apprécier de 9% à 199 milliards de dirhams à fin 2025. Et c'est une hausse qui va être portée principalement par la bonne réalisation de Managem, donc avec l'évolution positive escomptée des cours des métaux de base et des métaux précieux, notamment ceux de l'or bien sûr,
et aussi par le démarrage de la production commerciale au S2 2025 des projets Tizert et Boto. On a aussi la belle vie qui devrait très bien se comporter avec l'effet plein des points de vente qui ont été mis en service en 2024, mais aussi grâce à la poursuite de l'élargissement de ces ventes en ligne avec l'application Bringo. Pareil, on a Acdital qui devrait très bien se comporter. Donc, elle va profiter de la bonne performance des entités historiques, mais aussi de l'effet plein des ouvertures qui ont été faites en 2024. Donc, ça, c'est pour l'année 2025. Pour l'année 2026, on table sur un chiffre d'affaires en hausse de près de 9% à 216 milliards de dirhams, qui va être porté encore une fois par la dynamique commerciale de Managem et de La Belle Vie, mais aussi TGCC, grâce à un carnet de commandes qui est quand même assez important. Donc, on est à 10 milliards à fin 2024 et aussi une politique commerciale bien orientée qui permet justement une prise de commande très importante. Par rapport aux résultats d'exploitation, on devrait être sur une hausse de 31% à 37 milliards de dirhams, qui va être drivée principalement par la non-récurrence des 6,1 milliards de dirhams qui ont été payés par Maroc Telecom dans le cadre de son litige avec Wana, mais aussi grâce à la bonne maîtrise des charges opérationnelles. Pour l'année 2026, le REX devrait augmenter de près de 11%, donc il va être porté principalement par Managem, avec une hausse attendue de sa production aurifère, mais aussi une bonne maîtrise de ses charges générales d'exploitation, mais aussi Lafarge Holcim Maroc, donc avec une poursuite de la contraction de sa facture énergétique. Et enfin, par rapport à la capacité bénéficiaire, le RNPG devrait afficher un bond de 53,1%, donc il va être porté principalement par la non-récurrence des éléments exceptionnels qui avaient impacté le résultat de Maroc Telecom. Donc en 2024, on a l'amende qui est relative au litige. Et en 2025, on a aussi la restitution de 1,34 milliard de dirhams dans le cadre du partenariat qui a été signé avec Inuit. Si on retraite de l'ensemble de ces éléments, donc qui sont relatifs à Maroc Telecom, on devrait quand même être sur une hausse très importante de 26% du RNPG des industries, ce qui témoigne justement de la solidité financière de ces valeurs. Par rapport à l'année 2026, on devrait être sur une hausse de 6% du bottom line, donc ça va être tiré principalement par Managem, avec une hausse de la production de l'or, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va être combinée justement à la hausse des cours des métaux précieux et des métaux de base. On a aussi Acdital qui devrait afficher un résultat en forte hausse et qui va profiter de l'impact escompté de la grille fiscale. Alors, donc ça, c'est pour les industries. Je vous propose de passer aux financières. Donc, en 2025, on s'attend à un PNB en hausse de 7,5% à 78 milliards de dirhams. Donc, c'est une hausse qui va être portée principalement par l'impact positif de l'assouplissement monétaire qui a été opéré par Banque du Maghreb, donc que ce soit sur le coût de refinancement ou sur le résultat sur opération de marché. Pour l'année 2026, on devrait être sur une progression de 6% qui va être tirée par l'ensemble des composantes du PNB, principalement la marge d'intérêt en raison justement de la poursuite de la dynamique d'investissement qui a été impulsée par les différents projets stratégiques en cours au sein du Royaume, notamment sur les crédits à l'équipement. Au volet opérationnel, pour le RBE, il devrait progresser de près de 7% en 2025. Donc, il va être tiré principalement par le bon comportement du PNB, mais aussi par la bonne maîtrise des charges générales d'exploitation, vu qu'effectivement, le secteur s'est engagé dans une stratégie de rationalisation des charges qui lui permet justement d'alléger son coefficient d'exploitation. Pour l'année 2026, le RBE devrait également augmenter de près de 6%, et c'est une hausse qui va être redevable à la bonne tenue du PNB, mais aussi à la maîtrise continue des charges générales d'exploitation. Et sinon, pour la capacité bénéficiaire et dans la continuité de ce qu'on a constaté ces dernières années, on devrait également être sur une croissance à deux chiffres du RNPG de près de 10% à 17,2 milliards de dirhams. Donc, c'est une hausse qui est redevable à différents éléments. Donc, le premier, c'est la dynamique du PNB. Le deuxième, c'est la gestion efficiente des charges. Et sinon, pour la partie risque, on devrait être sur un allègement du coût du risque. Donc, on va passer de 1,3% en 2024 à 1,2% en 2025, vu qu'effectivement, le secteur a quand même adopté une politique de provisionnement qui était très prudente et proactive sur les années précédentes, ce qui lui permet justement aujourd'hui d'avoir un gisement de reprise qui est assez important et qui lui permet aussi de faire face à d'éventuels aléas conjoncturels. Pour l'année 2026, le RNPG devrait augmenter de près de 8%. Et c'est une hausse qui va profiter de la poursuite de la hausse du PNB, mais aussi de l'allègement attendu du coût du risque, dans l'hypothèse bien sûr d'une amélioration continue de la situation économique. On passe aux assurances, dont le chiffre d'affaires devrait augmenter de 6% à 22 milliards en 2025. Et c'est une hausse qui s'explique principalement par le développement attendu de l'activité sur certains segments stratégiques comme l'assurance corporate,
mais aussi par la bonne tenue attendue de la collecte épargne. Pour l'année 2026, on devrait être sur une progression de près de 7% des primes acquises nettes, qui va s'expliquer par une poursuite de la bonne tenue de la non-vie, mais aussi par une dynamique attendue sur les produits en unité de compte qui commence à devenir de plus en plus important aujourd'hui. Pour le volet opérationnel et donc le résultat technique, il devrait afficher une croissance à deux chiffres en 2025 à 2,2 milliards de dirhams, et c'est principalement redevable à la reprise attendue du résultat technique en vie d'Atlanta Sanet, qui était déficitaire en 2024, en raison justement d'une baisse de la collecte d'épargne sur le T4. Sinon, par rapport à l'année 2026, on devrait être sur une progression de près de 8% à 2,4 milliards de dirhams, qui est principalement attribuable à une amélioration continue de la sinistralité en raison justement d'une gestion efficiente des charges de sinistre. Et sinon, pour la capacité bénéficiaire en 2025, on devrait être sur une progression de 6%, qui va être tirée principalement par la bonne tenue du résultat technique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour l'année 2026, on devrait être sur une progression de 7,3%, qui est liée à l'amélioration attendue des indicateurs techniques, mais aussi d'activité des trois assureurs cotés. Alors, quand on analyse le breakdown de l'évolution de la capacité bénéficiaire en 2025, donc on voit déjà que la quasi-totalité des secteurs affiche des contributions positives, et principalement Maroc Télécom, bien sûr, donc avec la non-récurrence des éléments exceptionnels qui ont impacté ces résultats en 2024. On a aussi les banques qui devraient contribuer de manière très significative à l'évolution de la capacité bénéficiaire avec un bon comportement projeté du PNB, une gestion efficiente des charges, mais aussi un allègement du taux du coût du risque. Et enfin, le secteur des BTP qui devrait profiter de la reprise de la dynamique du secteur de la construction qui va justement venir booster les ventes de ciment. On a quand même une contribution négative, mais une seule, qui provient du secteur gazier, donc principalement Total Energies, avec un recul du cours du baril de pétrole, mais aussi des projections de repli des marges dans le sillage d'une contraction attendue des prix des hydrocarbures. Donc, on va passer au catalyseur du marché boursier marocain. Je ne vais pas m'attarder sur les parties indicateurs économiques et capacités bénéficiaires qui ont déjà été développés. Je vais enchaîner directement avec les marchés financiers. Donc, comme vous le savez, le marché des taux a été marqué en 2025 par une dynamique de consolidation à la baisse qui a été justement soutenue par une situation de trésorerie particulièrement confortable du Trésor. Et donc, par rapport à l'arbitrage action-obligation, il est passé en faveur du marché action avec un spread BDT 10 ans et dividende yield 2025 qui est de plus 0,06% point de base à date. Par rapport au marché action, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on table sur une très forte hausse de la capacité bénéficiaire cette année, ce qui va faire justement que la masse de dividendes également va augmenter en raison de la hausse attendue du DPA projeté de Maroc Télécom, vu que sa capacité bénéficiaire va augmenter de façon significative cette année. Par contre, et même si on s'attend à une très forte hausse de la masse de dividendes, le dividend yield devrait limiter sa hausse à 3% à 3% contre 2,9% l'année dernière, et ça s'explique par une hausse très importante de la capitalisation boursière qui a été constatée et qui est de près de 21%. Sinon, pour l'année 2026, on devrait être sur un dividend yield de 3,1% sur la base d'une hausse de la masse des dividendes de 3,5%. Par rapport au PE en 2025, il devrait baisser à 20,8 fois, comme vous pouvez le voir sur le graphe, et ça s'explique par la croissance importante attendue de la capacité bénéficiaire qui était de 29%. Pour l'année 2026, on table sur un PE qui est encore plus intéressant de 19,4 fois et qui va être soutenu aussi par la progression escomptée des bénéfices des sociétés de la place. Et donc, on peut dire que le PE du marché devrait a priori afficher des niveaux intéressants sur les 2 prochaines années. Donc, surtout en 2026, c'est un niveau qui est inférieur à la moyenne historique sur 5 ans, ce qui laisse justement entrevoir un potentiel de croissance qui est quand même, qui n'est pas encore épuisé au niveau de la bourse de Casablanca. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces niveaux qui sont relativement intéressants au niveau de la bourse de Casablanca par rapport au PE, ils s'expliquent principalement par les niveaux des bancaires et de Maroc Télécom aussi en 2025, qui sont quand même assez bas. Donc voilà, c'est tout pour les parties macro et marché. Je vous propose de passer au coup de cœur de BKGR, mais avant de vous les présenter, je tiens quand même à préciser que les niveaux de PE des valeurs qu'on va présenter sont relativement élevés, mais effectivement, c'est parce qu'on se base principalement sur une analyse fondamentale, mais aussi sur des programmes d'investissement qui sont très importants pour ces valeurs et qui leur offrent des perspectives très prometteuses, notamment à partir de 2027, et donc on se positionne dessus maintenant pour pouvoir capter leur potentiel de croissance.
Donc ces valeurs sur lesquelles on est très positif sont au nombre de 4 et c'est principalement Marsa Maroc, Agdital, Sonacid et Taqa Morocco. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sam qui va nous présenter Marsa Maroc. Bonjour à tous. Donc, notre premier coup de cœur pour ce webinaire, c'est justement Marsa Maroc. C'est une valeur que nous avons assez souvent mise en avant dans notre sélection de topics et ça a toujours été un pari gagnant. Aujourd'hui, nous réitérons ce pari et nous pensons que le potentiel n'est pas encore épuisé. D'ailleurs, nous avons publié en début de semaine un flash update sur la valeur. Donc, en termes de driver, ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour Marsa Maroc, c'est trois principaux catalyseurs. Le pari sur Nador Westmed, le renforcement de l'infrastructure au Maroc et le positionnement en Afrique. Alors, pour Nador Westmed, nous avons intégré le potentiel des deux terminaux, à savoir le terminal à conteneurs Est sur lequel Marsa se positionne en JV avec Terminal Investment Limited, qui est filiale de MSC Group, et le terminal à conteneurs Ouest, qui devrait être géré également en joint venture avec le groupe français CMA CGM. Donc les deux terminaux devraient entrer en service simultanément en 2027 avec une capacité prévisionnelle de 1,5 million de VP pour la première phase de chaque terminal. Donc à terme, le premier terminal devrait offrir une capacité de 3,5 millions de VP, tandis que le deuxième devrait atteindre 2 millions de VP. Donc, ces partenariats devraient permettre à Marsa Maroc de porter sa capacité de traitement du transbordement à 9 millions de VP, dont 7 millions de VP pour le transbordement des conteneurs. Alors, en termes de projection financière, nous tablons sur des flux additionnés de près de 1,5 milliard pour la première phase de chaque terminal, ce qui devrait permettre à Marsa Maroc de quasiment doubler son chiffre d'affaires global à horizon 2030 à près de 10 milliards, dont 2,9 milliards drainés par Nador Westmed. Donc, la société s'est également engagée à renforcer sa position sur le trafic domestique en investissant massivement dans les terminaux afin d'augmenter la capacité de traitement et de renforcer le parc d'équipement. En fait, l'année dernière, l'opérateur a déjà commencé les travaux sur le port de Casa et celui de Georges Lasfar. Donc, afin de concrétiser ce plan de développement, l'opérateur a prévu une enveloppe globale de 17 milliards de dirhams sur les 5 prochaines années, en commun bien sûr avec les partenaires. Donc, ces CAPEX devraient être financés principalement par la dette, en plus des cash flows. On sera sur 30% en equity et le reste, ça va être de la dette. Alors, parallèlement à l'élargissement de son périmètre de concession au Maroc, Marsa Maroc a également confirmé ses ambitions d'expansion à l'échelle continentale en se positionnant sur plusieurs marchés africains, dans le Djibouti, le Bénin et le Libéria. Alors, je souhaiterais également souligner que Marsa devrait consolider son savoir-faire sur le remorquage suite à sa désignation pour assurer cette activité à Nador Westmed dans le cadre d'un groupement avec Boluda Towage France. C'est le premier opérateur mondial de remorquage. À vrai dire, Marsa était déjà présente sur l'activité remorquage dans plusieurs ports, tels que Nador, Mohamedia, Safi et Agadir. Mais en termes de revenus, la contribution de l'activité reste marginale par rapport au chiffre d'affaires global. Donc, Marsa pourrait justement profiter du partenariat avec Boluda pour développer davantage son savoir-faire en la matière. Alors, je vous propose de passer à la slide suivante. Par rapport à nos prévisions pour 2025-2026, donc nous tablons sur une hausse des revenus de 10,2% en 2025 et de 6,6% en 2026 à 5 milliards 882 millions de dirhams, portés notamment par l'amélioration attendue du trafic autorisé sous l'hypothèse d'un affermissement du commerce extérieur et d'une augmentation des capacités de traitement. Nous tablons également sur une amélioration des vracs liquides suite à une hausse prévue des importations d'hydrocarbures et des vracs solides portés par le trafic de maïs, des aliments de bétail, et de clinker. Donc, le principal driver pour les 2 prochaines années, c'est le trafic domestique, c'est l'import-export, et ce n'est qu'à partir de 2027 que le transbordement va prendre le relais. Côté marge, nous tablons sur des marges en légère amélioration, sachant que les marges sont déjà à des niveaux élevés et devraient atteindre 52,8% en 2026 selon nos prévisions. Donc enfin, et en termes de capacité bénéficiaire, nous anticipons une hausse de 14,7% en 2025 et de 7,3% en 2026 à 1 milliard 558 millions de dirhams. Donc compte tenu de ces éléments, nous recommandons le titre à l'achat avec un cours cible de 937 dirhams. Donc voilà pour Marsa. Je vous laisse maintenant avec Actita.
Je m'excuse. Passons maintenant à Acdital. Comme nous l'avons déjà signalé dans notre dernier flash, la stratégie du groupe sur les prochaines années devrait se baser généralement sur trois axes, notamment la poursuite de la politique d'expansion sur le territoire national, deuxièmement, le lancement des centres de diagnostic et puis l'internationalisation de l'activité du groupe. Au Maroc, le groupe devrait capitaliser sur l'augmentation de capital réalisée en 2024 et de la sécurisation des financements auprès des banques de la place afin de poursuivre sa stratégie d'expansion entre 2025 et 2027, ciblant particulièrement les villes intermédiaires et ce dans le but d'atteindre un réseau de 62 établissements sur 32 villes avec une capacité globale cible de 6200 lits. L'année 2025 devrait à cet effet connaître l'ouverture de 12 établissements avec une capacité litière supplémentaire de plus 1200 lits et pour un investissement d'1,2 milliard dirhams, suivi de 8 ouvertures en 2026 avec une capacité litière supplémentaire de 700 lits et pour un budget de 700 millions de dirhams. Et finalement, l'ouverture de 11 cliniques prévues pour 2027 avec une capacité supplémentaire de plus 800 lits financés par une enveloppe de 800 millions de dirhams. En ce qui concerne les centres de diagnostic, le groupe compte consolider sa position sur le marché national en procédant à l'introduction de ces centres et ce dans l'objectif de rapprocher les services de diagnostic et de prévention pour les populations éloignées. Selon le management, l'objectif serait d'ouvrir 200 centres d'ici 2030 avec un investissement de 5 milliards par centre, devant porter principalement sur l'équipement et l'aménagement financé par la dette et l'investissement de partenaires nationaux au moment où le foncier serait porté par une société externe. À l'international, l'ambition d'Acdital d'exporter son activité vers des marchés internationaux, notamment en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, devrait se réaliser sur au moins 2 phases. Selon le management, l'équipement des quatre établissements dont l'opérationnalisation est prévue en 2027 et 2030 devrait nécessiter un investissement global d'1 milliard de dirhams qui va être financé par la dette. Alors, une levée obligataire sur le marché marocain demeure envisageable et couplée à un investissement de partenaires internationaux. Dans le sillage de ces nouvelles perspectives, nos prévisions pour Acdital intègrent quatre éléments principaux, notamment l'impact des ouvertures prévues et communiquées par le groupe sur le territoire national. Donc, on parle des cliniques et de 200 centres de diagnostic sous l'hypothèse de 50 centres par an à partir de 2025. Deuxièmement, l'effet de l'ouverture des 4 établissements au Moyen-Orient à partir de 2027 sous l'hypothèse d'une ouverture par an et un chiffre d'affaires par lit représentant 3 fois le chiffre d'affaires moyen généré par lit au Maroc, soit près de 1,1 million par an selon nos estimations. Troisièmement, la stabilisation de la marge EBE aux alentours de 30% à terme, tenant compte de la hausse attendue de certaines OPEX, notamment les charges locatives. Et quatrièmement, la baisse progressive du taux IS pour s'établir à terme à 20%, comme prévu dans la loi de finances 2023 pour les sociétés dont les bénéfices ne dépassent pas 100 millions de dirhams. Alors, en termes de prévision, on table sur une forte hausse des revenus de plus 51% à 4,5 milliards de dirhams, profitant notamment de la bonne performance des cliniques ouvertes avant 2024, couplé à l'effet foulier des ouvertures de 2024 et l'impact positif limité des 12 cliniques et centres de diagnostic prévus en 2025. Cette dynamique a été confirmée au T1 2025 avec un chiffre
d'affaires trimestrielles de 940 millions de dirhams, soit une hausse de plus 54% en glissement annuel. Au volet opérationnel, le groupe devrait profiter de son positionnement sur des villes intermédiaires et des synergies entre ces établissements, permettant notamment une meilleure absorption de la masse salariale, ce qui devrait se traduire par une amélioration de son EBE de plus 56% à 1,3 milliard en 2025, soit une marge d'EBE de 29,4% contre 28,4% en 2024. Pour sa part, le RNPG devrait poursuivre sa progression en s'améliorant de plus 58% en 2025 pour s'établir à presque 500 millions de dirhams, intégrant notamment l'impact escompté de la baisse progressive du taux IS, et ce en dépit du creusement attendu du résultat financier, tenant compte de la forte hausse des charges financières. Alors, tenant compte de tous ces éléments, nous recommandons l'achat du titre Acdital avec un cours cible de 1758, soit un upside de plus 21% par rapport au cours de la séance écoulée. Alors, nous allons maintenant enchaîner avec Sonacid. Notre révision à la hausse des projections chiffrées de ce groupe s'explique principalement par l'amélioration de ses niveaux de marge en 2024 et ses réalisations au T1 2025 qui ressortent finalement bien plus importantes que prévu et qui montrent la forte dynamique commerciale dans laquelle le groupe évolue actuellement. Alors, pour commencer, Sonacid devrait continuer de bénéficier d'un contexte économique favorable soutenu par une forte hausse des investissements publics et privés dans le secteur de la construction, ce qui continue de dynamiser la demande en produits sidérurgiques. Alors, on cite notamment l'accélération de la modernisation des infrastructures sportives, logistiques et de transport en vue de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Deuxièmement, le déploiement du plan d'urgence pour la gestion du stress hydrique avec la construction de plusieurs barrages prévus entre 2025 et 2029 et le lancement en 2024 de la construction de la plus grande station de dessalement d'Afrique à Casablanca. Et finalement, la reprise du secteur immobilier grâce à la mise en œuvre du programme des directs au logement et à la relance du programme Ville sans bidonville. Sur un autre volet, Sonacid a investi massivement dans la maintenance et l'amélioration de ses équipements. On parle d'un budget de presque 200 millions de dirhams en 2024 contre seulement 52 millions de dirhams en 2019. Le groupe vise à orienter davantage sa production vers les produits à haute valeur ajoutée tels que le fil précontraint qui a été commercialisé depuis le T4 2024, le rang à béton antisismique dont la commercialisation devrait commencer cette année et le torrent précontraint prévu dont la production est prévue pour 2026 pour une capacité cible de 26 kilotonnes par an. Alors au T1 2025, les capex du groupe ressortent à 40 millions de dirhams contre 12 millions de dirhams au T1 2024. Cette hausse notable notamment dans le cadre d'un programme d'investissement de presque 300 millions de dirhams en 2025 devant servir à l'amélioration de l'excellence opérationnelle du groupe à travers l'augmentation des capacités de production de l'acierie et des laminoirs, tout en diminuant les coûts de transformation. Sonacid prévoit également de développer une unité dédiée à la valorisation des métaux non ferreux avec une production des lingots de cuivre et d'aluminium. Cette diversification devrait permettre de réduire l'exposition du groupe au cycle de l'acier et de renforcer ses marges. Alors en détail, la production
de lingots de cuivre est estimée à 1 kilotonne par an en 2025, au moment où celle d'aluminium devrait s'établir aux alentours de 6 kilotonnes. En parallèle, la mise en place de droits de douane sur les importations turques et le lancement d'une enquête anti-dumping sur les importations de fils galvanisés en provenance de l'Égypte devrait également limiter la concurrence pour Sonacid, qui serait bien positionné pour répondre à la demande intérieure avec une part du marché qui s'établit déjà à fin 2024 à 40, 48% et une capacité de production renforcée. Alors en termes de prévision, comme j'ai déjà mentionné, nous avons revu à la hausse nos nos prévisions pour le chiffre d'affaires. On table désormais sur une progression du chiffre d'affaires de plus 24,4% à 6,8 milliards contre une prévision de plus 11,5% à 6,1 milliards en ce qui concerne nos anciennes prévisions. Et ce, dans le sillage, bien sûr, de l'accélération de l'activité BTP en Maroc, qui devrait entraîner une hausse considérable des volumes vendus. Cette dynamique, selon le communiqué de Sonacid, cette dynamique a été confirmée aussi au T1 2025 avec un chiffre d'affaires consolidé en amélioration de plus 24% à 1,5 milliard, et sachant que le S2 est devenu ces dernières années encore plus dynamique que le S1 en raison de la concentration des événements tels que le Ramadan, le Eid qui intervient dans le S1, et ce qui entraîne une baisse ou bien une stagnation de l'activité. Alors, au volet opérationnel, l'EBITDA du groupe devrait avancer de plus 59% pour s'établir à 554 millions de dirhams en 2025, soit une marge de 8,1% contre 6,4% en 2024, tenant compte du développement du programme de recyclage, des économies en matière d'énergie consommée et de la commercialisation des produits à forte valeur ajoutée, à savoir le fil précontraint et le rond à béton parasismique. Pour sa part, le RNPG devrait progresser de plus 80% pour s'établir à 254 millions de dirhams, porté par le développement de l'activité de distribution et l'amélioration des coûts opérationnels, et ce, sans tenir compte d'un montant exceptionnel de plus de 40 millions de dirhams qui devrait être versé par l'ONCF à Sonacid suite à la cession des terrains à Nador. Alors, tenant compte des éléments précédents, nous recommandons d'accumuler le titre dans les portefeuilles avec un cours cible de 2819, soit un upside de plus 11% par rapport à la séance écoulée. Alors, on va maintenant enchaîner avec Taqa. Donc, la dernière valeur que nous avons intégrée dans notre sélection, c'est Taqa Morocco, qui a enfin annoncé un pipe de projet, certes attendu, mais dont la taille est au-delà de toute espérance. Donc, comme vous le savez, l'opérateur a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Nareva, l'ONI et le fonds Mohamed VI, prévoyant une enveloppe d'investissement de 130 milliards à horizon 2030 pour la mise en œuvre de différents projets de développement stratégique dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Dans le détail, ce programme d'investissement intègre l'autoroute électrique d'une capacité d'environ 3000 MW entre le sud et le centre du royaume, qui est le foyer de la consommation industrielle. La reprise de la centrale à gaz de 400 MW de Tahdart, qui devrait être revampée et étendue avec l'ajout de 3 nouvelles turbines, ce qui devrait permettre une extension de près de 1100 MW additionnels.
le développement de 1200 mégawatts de projets d'énergie verte sous forme de contrat de fourniture d'énergie électrique avec l'ONI. Donc, pour précision, c'est une capacité qui est prévue en plus des 1000 mégawatts précédemment annoncés et qui serait développée en propre pour le compte de clients privés. Il y a aussi l'autoroute d'eau qui va relier Sbo à Omrbe avec une capacité de 800 millions de mètres cubes de transport d'eau. Et enfin, 5 stations de dessalement avec une capacité additionnelle cible de 900 millions de mètres cubes. Ce qu'il faut noter, c'est que ces stations de dessalement devraient être alimentées par de l'énergie verte développée par Takamuroko et ses partenaires. Donc, à travers ces projets, Takamuroko envisage la diversification de son portefeuille, voire une transformation et un changement de profil pour switcher d'un modèle de centrale à charbon vers un modèle de décarbonation avec un mix basé sur l'énergie verte, ce qui devrait rendre la valeur plus attrayante pour les investisseurs axés sur les critères ESG. Donc, avec ce changement de paradigme, le groupe devrait contribuer directement aux objectifs stratégiques de souveraineté du royaume, tout en renforçant sa position de leader, ainsi que la stabilité et la prévisibilité de son business model au-delà de 2044. Maintenant, pour la valorisation de tous ces projets, nous soulevons aujourd'hui plusieurs interrogations auxquelles nous avons essayé de répondre avec des hypothèses non encore fondées au vu du manque de visibilité sur plusieurs aspects. Donc, d'abord, par rapport aux arrangements contractuels, nous n'avons pas encore de détails sur les conditions, mais vu le modèle actuel de Taprine Areva, nous pensons à des PPA de type take or pay pour l'électricité et des Water Purchase Agreements pour les stations de dessalement, ce qui devrait permettre une prédictibilité des cash flows générés. Alors pour le modèle opérationnel, aujourd'hui nous parlons d'un consortium, mais nous supposons que c'est Tafa Morocco qui serait opérateur au niveau de l'exploitation et de la maintenance de ces nouvelles infrastructures au vu de l'expérience de sa maison mère à l'international dans la gestion de projets similaires. Alors, pour ce qui est du volet financement, ça va se faire à travers une JV détenue à hauteur de 42,5% par TAPA, 42,5% par Nareva et 15% par le Fonds Mouvement et d'autres actionnaires publics. Donc, la holding va probablement détenir des SPV dont chacune va porter un de ces projets avec un financement par opération d'augmentation de capital et des levées de dette au niveau de l'entité cotée et des SPV. Donc, à titre de précision, les 130 milliards n'intègrent pas le projet d'hydrogène vert avec CEPSA, ni le portefeuille propre de 1000 mégawatts d'énergie renouvelable. Donc, pour conclure, on peut dire aujourd'hui que le groupe a levé les zones d'ombre sur la durabilité du modèle et son avenir au-delà de 2044. Par conséquent, notre opinion sur la valeur est positive, mais nous avons quand même décidé de suspendre notre cours cible vu le manque de visibilité qui plane sur les détails et les modalités du déploiement. Donc, voilà pour Taka. Je redonne la parole à Dounia. Merci à tous, merci Petit Sam, merci à l'ensemble de l'équipe pour cette présentation. Donc nous allons passer dorénavant à la session questions-réponses et on attend votre participation afin d'élever le débat. Merci encore. Alors, déjà une première question. Donc, elle va concerner un domaine assez généraliste. Alors, quid de l'après 2030 pour l'économie marocaine? Donc, c'est effectivement une question qui revient assez souvent. Donc, je passe la parole à Khadija afin d'y répondre. Merci Dounia. Alors, on pense que l'après 2030 pour l'économie marocaine devrait justement s'inscrire dans une dynamique de consolidation et de réalisation des projets qui sont en cours. Donc, on considère que la Coupe du Monde euh, joue un rôle clé de catalyseur pour justement pouvoir accélérer la concrétisation de ces initiatives, notamment dans le domaine de l'interconnectivité. Et ce sont des efforts qui visent à faire du Maroc une plateforme qui est plus solide et capable d'accueillir plus d'investissements et de projets d'envergure. Donc, c'est à partir de 2030 que le pays pourra véritablement prendre son envol en tirant justement pleinement profit de ses infrastructures renforcées, mais aussi de sa position stratégique. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci Khadija. Oui, ça répond parfaitement à la question.
Alors, j'ai déjà une autre question pour toi. Quel devrait être l'impact des nouveaux tarifs douaniers de l'administration Trump? Alors, très bonne question, justement. Donc, on pense que cette nouvelle configuration, si on peut dire, du commerce mondial constitue une arme à double tranchant. Donc, on pense qu'il y aura deux types d'impacts. Donc, d'un côté, bien sûr, on a un impact qui peut être négatif, vu qu'effectivement, une possible récession mondiale pourrait affecter la demande étrangère qui est adressée au Maroc. Si justement l'économie de ses principaux partenaires venait à être perturbée. Et on a aussi un risque de résurgence de l'inflation, notamment à travers la part qui est importée, surtout avec la hausse prévisible des coûts au niveau mondial. Donc ça, c'est pour l'impact négatif. On a aussi un impact qui pourrait être positif et qui est lié justement aux exportations marocaines qui sont à destination des États-Unis, qui pourraient gagner en compétitivité si on prend en compte le volet arbitrage. Et à plus long terme, si cette configuration se maintient, on pense également que les entreprises étrangères pourraient penser à délocaliser leur activité vers le Maroc, mais aussi à utiliser le pays comme un hub mondial pour justement pouvoir contourner les restrictions qui sont imposées par les États-Unis. Merci Khadija. Alors là, cette fois-ci, j'ai une question pour Ali concernant l'internationalement prévu d'Actital et quel serait plutôt l'impact sur les marges de la société. Merci Dounia. Alors, je pense qu'il faut tout d'abord noter que les revenus provenant de l'activité à l'international d'Actital devraient représenter à terme 20% du chiffre d'affaires global du groupe. Ceci s'explique principalement par le niveau de la tarification plus élevé dans les deux pays, qui représente, on parle de fois 2 ou même fois 4 les tarifs au Maroc. En ce qui concerne les niveaux de marge, le management a précisé que les niveaux de rentabilité sont très intéressants dans les deux pays d'installation et pourraient même dépasser les marges du groupe au Maroc. Mais globalement, la marge EBITDA devrait se stabiliser à terme aux alentours de 30%, et ce après l'opérationnalisation de toutes les cliniques prévues au Maroc et à l'international. Merci Ali, merci pour vos nombreuses questions. Donc j'en ai déjà une autre. Cette fois-ci, c'est par rapport à Taqa. Est-ce que Taqa pourrait maintenir la distribution de dividendes vu les financements importants prévus? Effectivement, c'est une question très pertinente. Je vais laisser la main à Ptissem pour répondre sur ce point. Alors, la récurrence de la distribution de dividendes dans les années à venir pour Taqa dépendra du séquencement des projets et de leur rentabilité à court terme. Donc, pour l'instant, nous maintenons pour nos prévisions un DPA de 37 dirhams en attendant d'avoir plus de visibilité. Voilà. Et par rapport au financement, je veux juste faire une petite précision. Donc, les CAPEX décaissés par Taqa ne seraient pas aussi importants que ce qui a été annoncé, vu que ça va être en principe porté aussi par des entités en project finance, par des SVP. Merci Ptissem, ça a l'air clair. Donc je vais passer cette fois-ci encore une fois à Ali. Donc on passe cette fois à Sonacid. On veut savoir si l'amélioration prévue du chiffre d'affaires s'explique par une hausse du prix ou bien des volumes. Ali, je te passe la main. Alors, en ce qui concerne son acide, ce qu'on sait déjà, c'est la tendance internationale des prix de l'acier laisse prévoir une baisse des prix, si pas une stabilisation. De ce fait, nous nous sommes basés sur l'hypothèse d'une hausse des volumes vendus qui devrait se réaliser dans le sillage, comme nous avons déjà précisé, le sillage d'une forte demande pour les produits sidérurgiques au niveau national avec l'accélération des chantiers d'envergure, notamment les infrastructures routières, sportives, les barrages et les énergies renouvelables.
Alors, une autre question, cette fois-ci, c'est par rapport à Marsa Maroc. Donc, peut-on avoir plus de détails sur les projets de la société en Afrique et quel est l'apport sur les comptes de Marsa et quel impact sur la valorisation? Sam, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Marsa a une participation minoritaire dans le projet de Djibouti, donc à peu près 35%. Donc, par conséquent, il n'y aura pas de consolidation intégrale. Ça va être plutôt une mise en équivalence. Et nous supposons que le même principe devrait s'appliquer aussi pour les autres projets. Donc, l'impact en termes d'apport se verra sur le RN de Marsa et non pas sur le top line. Donc, en principe, pas d'impact sur la valo puisqu'il n'y aura pas d'impact sur le BE. Merci, Sam. Est-ce que tu pourrais rester avec nous pour répondre cette fois-ci sur une autre question sur Marsa? Sur TARA, excuse-moi. Donc, comment l'enveloppe des 130 milliards de projets du partenariat TAQA-Nareva Fonds M6 sera répartie par projet et quel serait le TRI à prévoir? Bah, honnêtement, nous nous posons aujourd'hui les mêmes questions. Donc, même le management estime que c'est encore prématuré de trancher par rapport à ces détails. Nous avons quand même essayé de notre côté de faire une estimation par rapport à la ventilation des CAPEX. Donc, pour l'autoroute électrique, nous estimons que les CAPEX devraient se situer à près de 30 milliards. Pour les stations de dessalement, y compris le parc de renouvelables qui leur sera adossé, nous tablons sur près de 25 milliards et le reste, ça va être réparti sur les autres projets. Voilà. Donc, pour la question du TRI, a priori, on devrait être sur les mêmes niveaux de TRI de TAQA que nous estimons entre 12 à 15%. Et encore une fois, je précise qu'il s'agit de nos propres estimations et que le management est encore réticent par rapport à ces aspects. Alors, question encore une fois pour Ali. Comment se porte l'activité à l'export de Sonacid? Merci Dounia. Pour le moment, les exportations de son acide demeurent faibles pour plusieurs raisons, dont la principale réside dans le fait que le marché domestique tire avec des marges bien supérieures à ce qui s'offre à l'export. Cela étant, et juste pour rappel, le groupe a expédié en 2024 ses produits, notamment le fil machine, vers l'Amérique du Nord, on parle du Canada, l'Europe, je pense vers la France, ainsi que vers des marchés africains comme la Mauritanie et le Sénégal. Ali, j'ai une autre question pour toi. Tu peux rester avec nous. Cette fois-ci, c'est par Oui, rapport bien au sûr. centre diagnostic sur les résultats d'Actital. Quel serait l'impact financier de cette nouvelle stratégie? Alors, côté financier, en ce qui concerne les centres de diagnostic, alors déjà le but de ces centres est de générer un chiffre d'affaires direct par les services offerts, mais aussi de générer des revenus indirects en alimentant l'activité des cliniques du groupe. En fait, leur rentabilité, selon le management bien sûr, leur rentabilité à terme serait comparable à celle des cliniques, mais avec une montée en charge plus, pro- plus progressive. Merci Ali. Alors, j'ai une dernière question, cette fois-ci pour Petit Sam. Quel est l'impact de la production de l'hydrogène vert pour Tara Morocco avec CEPSA, sachant que CEPSA est sur un projet similaire en Andalousie? Excellente question. Petit Sam, est-ce que tu pourrais apporter des éléments de réponse?
Alors aujourd'hui, il faut préciser, TAQA est en consortium, notamment avec CEPSA, pour un projet d'hydrogène vert au Maroc. Donc, le communiqué du gouvernement part de préqualification de trois autres consortiums, totalisant avec celui de TAQA un budget d'investissement prévisionné de 32 milliards de dollars. Donc, c'est un projet important pour TAQA, mais qui devrait être réalisé du moins, à notre avis, à moyen terme. À notre connaissance, CEPSA dégage une bonne rentabilité sur son projet en Espagne, mais est-ce que ça sera le cas au Maroc? Tout dépendra de la capacité du consortium à sécuriser un carnet de commandes important et aussi à choisir pour son investissement des technologies évolutives qui permettent de réduire continuellement les coûts de production. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Psytam. Je pense que ça répond à la question. On va attendre encore quelques secondes, voir s'il y a de nouvelles questions. Donc, je pense qu'on peut clôturer la session de questions-réponses ainsi que ce webinaire. Merci à tous de votre participation ainsi que de vos nombreuses questions qui nous ont permis d'apporter un nouveau ou un nouvel éclairage à notre présentation. Je vous rappelle que vous trouverez l'intégralité de ce webinaire enregistré sur notre plateforme, ainsi que le forecast et le stock guide des valeurs de BMC Capital Global Research que nous avons publié et diffusé hier au public. Je vous invite également à notre justement conférence investisseurs qui aura lieu comme chaque année durant le mois de juin. Ça sera le 12 et 13 juin. Et je vous souhaite bien évidemment une excellente journée. Au revoir.